Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Trouver la voie et y consacrer sa vie. Nous allons parler durant 2 dimanches d'une grande dame qui vécut pour le Dharma, la nonne Ayya-Khema. Cette mère de famille d'origine allemande qui connut les souffrances de la Seconde Guerre mondiale contribua à faire connaître sa propre découverte de la méditation, à enseigner le Dharma et à mettre en valeur les femmes dans la tradition Theravada des moines de la forêt. Ayant traversé bon nombre d'épreuves dans la première moitié de sa vie, elle fut à l'origine de plusieurs temples, en Asie comme en Occident. Sa spécificité, si l'on peut dire, était la méditation qu'elle enseignait avec notamment les jhanas, les stades successifs de concentration dont nous parlerons précisément dimanche prochain. Aujourd'hui, avec notre invitée Jeanne Schutt, nous verrons comment la vie d'Ayya-Khema illustre tout à fait les enseignements du Bouddha, comment notamment les souffrances qu'elle connut la mirent sur la voie de la méditation puis de l'enseignement, elle qui alliait détermination et simplicité. Jeanne Schutt, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition de la forêt depuis une trentaine d'années. Longtemps, oui. Vous traduisez les enseignements de maîtres anglophones à l'oral, mais aussi à l'écrit. Et puis, depuis quelques années, vous animez des sessions de méditation et des retraites dans la Drôme, près de chez vous. C'est ça. Merci d'être venu parler aujourd'hui avec nous de Ayya-Khema. Alors justement, vous êtes passionné pour Ayya-Khema. Comment est-ce que vous êtes allé à sa rencontre, finalement ? Alors au départ, c'est un ami qui m'a parlé d'elle. Il avait rencontré beaucoup de grands maîtres de la tradition de la forêt en Thaïlande notamment. Et il m'a dit, mais tout de même, la personne qui m'a le plus marqué dans ma formation spirituelle, ça a été une femme, Ayya-Khema. Et je posais des questions. Et là, il m'a dit, je vais te donner tous les livres et les cassettes des enregistrements qui ont été faits dans les retraites où j'ai participé. J'ai écouté cela et j'ai été vraiment très, très intéressée. La clarté de ses enseignements. Enfin. Puis c'était une femme. Et c'était la première fois que j'étais en contact avec l'enseignement d'une femme. Et c'est pas courant dans la tradition Theravada, une femme. C'est vrai, c'est vrai. Alors on va voir comment sa vie a illustré parfaitement, magistralement, les enseignements du Bouddha. Dans la première partie de sa vie, c'était plutôt une partie difficile, faite d'épreuves et de souffrances. Oui, alors c'est dans ce sens-là, puisque le Bouddha parle essentiellement de la souffrance et des causes de la souffrance pour pouvoir les éradiquer. Quand on parle de causes de la souffrance, on parle de l'impermanence. C'est-à-dire que nous attachons aux choses qui sont agréables, mais comme elles sont impermanentes, nous allons souffrir de leur disparition. Et justement, c'est ce qui est arrivé à Ayya-Khema. C'était une petite fille qui est née en Allemagne en 1923. En 1936, Hitler fait un beau discours où elle découvre qu'elle n'est pas allemande, elle est juive, donc elle perd sa nationalité. Elle est chassée de l'école. Son père, qui possédait sa propre entreprise, est dépossédé. Et il voit très bien, la famille voit très bien que la situation ne va faire qu'empirer. Autre problème dont le Bouddha parle comme cause de la souffrance, c'est la séparation de ce que l'on aime. Et justement, ses parents vont vouloir la mettre à l'abri en l'envoyant en Angleterre avec un convoi d'enfants juifs. Et là, donc, elle va être séparée de ce qu'elle aime, de sa famille. Là, une autre cause de souffrance, être en contact avec des gens avec qui on n'est pas bien. Et c'est le cas, elle est dans une famille qui ne l'accueille pas gentiment. Elle est malheureuse, elle ne connaît pas la langue, elle est vraiment très mal. À nouveau, la souffrance typiquement décrite par le Bouddha. Et puis, l'impermanence fait que les choses changent. Elle se retrouve à Shanghai, où ses parents ont émigré. Et là, les choses changent positivement, puisque ses parents se sont bien installés. Son papa a recommencé un petit magasin qui marche bien. Elle va à l'école, on lui apprend des cours de secrétariat. Et voilà que les Japonais arrivent. À nouveau l'impermanence. Et cette fois, ils sont tous enfermés dans un ghetto à Shanghai. Et là, elle a vu une chose qui l'a vraiment touchée pendant des années, elle ne l'aura jamais oublié, c'est que son père, qui avait eu le courage de recommencer un travail en Allemagne, puis d'émigrer, recommencer encore une petite entreprise à Shanghai, elle a baissé les bras. Et ce sentiment de construire, reconstruire, mais à quoi bon ? Alors justement, après toute cette vie à rebondissement, elle va s'installer aux États-Unis où elle va connaître une vie plus stable et puis une vie moderne assez confortable finalement. Mais ce n'est pas forcément ce qu'elle attendait de la vie. Exactement. Elle va continuer à avoir des questionnements de type existentiel. À quoi bon ? Ça va rester ça pour elle. Et elle va, par exemple, se retrouver que 2 enfants, un mari, une petite maison, un travail. Tout a l'air d'aller bien. Et son mari en est enchanté, lui. Elle s'est mariée à Shanghai avec un homme qui avait aussi vécu le ghetto, qui était un Allemand beaucoup plus âgé qu'elle. Et lui, il était ravi de cette nouvelle vie, mais pas elle. Et elle voulait comprendre le pourquoi de toutes ces souffrances. Et donc, ils vont finir par divorcer. Là, elle part avec son plus jeune enfant qui a 2 ans. Sa grande fille préfère rester avec son père. Et elle part avec son enfant dans un centre, une espèce de communauté spirituelle qui a été créée au sud des États-Unis, qui accueille des gens qui se posent des questions.
Il y a Aldous Huxley, par exemple, ce grand écrivain anglais. Puis il y a des Indiens qu'on invite, des grands maîtres indiens qu'on invite pour partager une spiritualité nouvelle en Occident. Et là, elle se sent à son aise. Elle trouve un travail dans ce centre et donc elle peut y rester pendant 2 ans. Pendant ce temps, elle communique avec un ami d'Allemagne qu'elle a retrouvé aux États-Unis, qui lui aussi se posait beaucoup de questions. Donc ils sont restés en relation épistolaire et il est intéressé, il la rejoint et finalement ils se marient tous les deux. Et donc ils vont partir comme ça ensemble dans de longues pérégrinations, souvent dangereuses. Oui, elle va faire le tour du monde quasiment, hein, de continent en continent. Elle va suivre son mari avec son fils. Oui. Et finalement, cette itinérance géographique, assortie d'une quête spirituelle, va l'amener à la méditation. Oui, déjà la méditation sur un plan géographique, puisqu'elle va arriver en Inde un jour et apprendre la méditation. Mais déjà, tout au long de ses voyages, elle va rencontrer tellement de dangers où elle va se retrouver face à la peur de voir Jeffrey, son petit garçon, en danger de mort. C'est arrivé souvent. Et à chaque fois, elle s'est dit, il n'est pas possible que l'amour soit lié à la peur. Si j'aime vraiment, je dois pouvoir lâcher cette peur. Et là, c'était un pas en avant sur la voie du Bouddha qui explique justement à quel point l'attachement crée notre souffrance. De sorte que le jour où elle va entendre l'enseignement du Bouddha, ça va vraiment être intégré très rapidement parce qu'elle l'aura vécu dans sa chair déjà. Elle a appris à lâcher prise finalement, hein, c'est ça, sans le savoir. Voilà. Alors comment justement, elle découvre d'abord la méditation en Inde, je crois, oui. et puis ensuite le bouddhisme. Oui. Comment ça se passe? Alors la méditation, c'était à Pondichéry, donc à travers leur grande pérégrination, ils arrivent à Auroville, donc l'ashram d'Aurobindo. Et puis là, elle reçoit des instructions de la mère, cette femme française qui enseignait aussi là-bas. Et c'est sa seule instructrice femme. Et elle s'en souviendra longtemps d'ailleurs. Mais quand elle entend parler de méditation, elle sent que c'est un joyau pour elle. Parce qu'elle a trouvé le calme et la paix qu'elle avait toujours cherché. À travers les voyages, elle ne les avait pas trouvés. Mais là, dans la méditation, donc elle se dit, ça c'est quelque chose que j'emporte avec moi. Mais il lui manquait encore le contexte. Et ça, elle le trouvera dans le bouddhisme. Alors comment découvre-t-elle le bouddhisme justement? Pourquoi le Theravada? Oui, alors elle était cette fois-là en Australie. Donc son mari a réalisé un de ses rêves qui était de créer une ferme biologique en Australie. Et puis sur cette ferme, un jour arrive un moine errant, habillé, donc il est anglais, mais il est habillé comme les moines de forêt de la tradition thaïlandaise où il a été formé. Et puis, il leur parle de bouddhisme. Et là, tous les deux sont très intéressés au point qu'ils décident d'établir un espace dans leur ferme pour que ce moine puisse enseigner la méditation. Donc, ils invitent des amis, des voisins. De plus en plus, ces retraites sont connues. Mais ça ne s'arrête pas là. Ayya Khema est passionnée par le bouddhisme. Elle lit beaucoup et elle découvre qu'il y a d'autres écoles. Donc, elle part en Amérique, elle part dans d'autres lieux en Australie. Elle suit des retraites avec des maîtres zen, avec des maîtres de la tradition tibétaine. Puis elle se dit quand même, finalement, c'est ce premier enseignement que j'ai reçu, celui du Theravada et des moines de forêt en particulier, qui lui convenait. Et un jour, suite à une de ses retraites, elle rentre chez elle et sur le quai de la gare, elle attend son grand-fils, qui entre-temps est devenu étudiant. Et il lui dit, voilà une lettre de Gert. Et dans cette lettre, il y avait écrit, tu as trouvé ta voie, continue. Moi, ce n'est pas encore ça, je pars. Et elle se retrouve toute seule dans cette grande ferme qu'elle est incapable de gérer toute seule. Et elle est furieuse dans un premier temps. Mais là, son caractère va commencer à s'affirmer. Elle a un très fort caractère, une détermination, une persévérance aussi. Oui. Et alors, ce n'est qu'assez tard qu'elle va être ordonnée nonne, oui. mais pas en Thaïlande. Non, elle avait décidé surtout pas en Thaïlande parce qu'elle avait vu les nonnes en blanc là-bas qui n'avaient pas un statut tellement reconnu et c'est pas avec sa personnalité ça n'aurait pas convenu. Mais elle va développer son caractère en prenant des décisions importantes, en aidant ce moine à créer un monastère grâce à la vente de la ferme et puis en décidant effectivement de devenir nonne un jour, ce qui était quand même une grande décision à prendre. Elle avait déjà 57 ans. Oui, c'est ça. C'est vraiment, finalement, au deuxième moment de sa vie. Hein. Oui, une deuxième vie qui est commencée. Alors, Jeanne Schultz, quel était, en fait, finalement, le tempérament d'Ayya Khema? Eh bien, on peut se dire que pendant sa première partie de vie, elle a été assez soumise. C'était une femme de son époque. Elle a suivi, bien sûr, son père. Elle était enfant. Mais ensuite, son mari, qui était beaucoup plus âgé, elle a accepté de mener la vie qu'il souhaitait jusqu'au moment où elle s'est dit non, je ne peux plus. Mais c'est parce qu'elle n'en pouvait plus qu'elle a arrêté, qu'elle a divorcé. C'est pas parce qu'elle avait vraiment suffisamment de caractère pour faire autrement. Parce qu'après, elle a encore suivi son second mari dans toutes ses pérégrinations, alors qu'en fait, très souvent, elle disait, dans son autobiographie, elle raconte qu'il y a des endroits où ils sont restés 1 an, 2 ans, elle était très à l'aise, elle aurait bien voulu s'installer, trouver un travail, mais bon, elle a suivi. Mais quand même, quand son mari l'a laissée, qu'elle s'est retrouvée toute seule, avec cette ferme sur les bras,
là, son vrai tempérament est arrivé. Et donc, elle a fait preuve d'un grand génie d'organisation pour vendre cette ferme déjà. Et puis, pour créer le monastère, elle a donné l'argent au moine. Même moine n'a pas grand-chose. Il ne peut pas faire grand-chose avec l'argent. Il faut qu'on fasse pour lui. Et donc, elle a été l'organisatrice, la créatrice du monastère. Elle a organisé les retraites pour lui. Et très vite, elle a enseigné avec lui. Et puis, elle a pris confiance en elle. Alors, en dehors de la création de monastère, elle en a créé donc en Australie, mais aussi au Sri Lanka, spécialement pour les nonnes. Oui. Et puis aussi le dernier en Allemagne. Oui. Alors, au Sri Lanka, c'est là qu'elle a voulu être ordonnée. Et très vite, les femmes se sont approchées d'elle en lui disant, oui, ils ont vu que c'était une femme de caractère, une occidentale qui arrive à se faire ordonner au Sri Lanka, ce n'est pas banal. Et donc, ils lui ont dit, on a besoin d'aide. En tant que femme bouddhiste, on a besoin d'aide. Et elle va créer un monastère spécialement pour les femmes, donc ça s'appelle l'île des Nonnes, donc sur un grand lac au Sri Lanka. Et plus tard, elle va continuer à représenter les femmes, notamment la première grande rencontre internationale sur les femmes dans le bouddhisme autour du Dalai Lama en 87. Oui, on peut dire qu'elle a contribué un petit peu à leur donner confiance à ces femmes qui ne sont pas très, qui sont un petit peu effacées par rapport à la communauté monastique oui, des hommes. Elle disait, je ne comprends pas, dans toutes les religions, on constate qu'il y a par exemple 200 femmes dans un temple pour 10 hommes, et pourtant ce sont les hommes qui tiennent les rênes de la vie spirituelle. Et il fallait que ça change. Eh bien, elle a tenu les rênes de sa propre vie avec beaucoup d'énergie. Alors, hormis les monastères, c'est ce qui est considérable, elle a laissé aussi beaucoup d'enseignements en langue anglaise, notamment, et allemande. Oui. Comment sont-ils faits, ces enseignements? À qui s'adressent-ils? Ils s'adressent essentiellement aux laïcs. Parce qu'en tant que nonne, elle n'avait pas le droit d'enseigner aux moines, même s'ils s'arrangeaient pour écouter ces enregistrements quand ils en avaient l'occasion. Mais donc, elle enseignait à des laïcs en anglais. Beaucoup, elle était souvent invitée aux États-Unis et en Allemagne. Et donc, elle a ensuite récupéré, mis en forme, disons, les transcriptions que ses disciples faisaient de ses enseignements. Et elle en a fait des livres qu'elle a bien supervisés elle-même. Elle a même fait créer une maison d'édition par ses disciples allemands. Donc, il s'appelle Jana Verlag. Jana, parce que c'était un point important de son enseignement, la méditation. Alors justement, pour conclure, quel sera finalement le point le plus marquant de son œuvre, Ayakema? Alors justement, sa grande force, c'était d'enseigner la méditation, et en particulier les jhanas qui correspondent à ce qu'on appelle la concentration juste. Le Bouddha a donné une voie octuple, et la dernière partie s'appelle concentration juste, et il la subdivise, notamment dans un grand enseignement reconnu par toutes les traditions bouddhistes qui s'appelle les 4 fondements de l'attention. Il la subdivise en 4 parties qui correspondent à ce qu'on appelle les 4 jhanas dans la tradition du Theravada. Et donc, c'est ce qu'elle enseignait, qu'elle a réussi à remettre, disons, au goût du jour. C'est une expression un peu facile, mais dans le sens que ça s'est à nouveau répandu en Occident. Quand elle a pratiqué ça elle-même, elle a rencontré un vieux moine au Sri Lanka qui lui a dit « C'est merveilleux, c'est un art qui se perd, il faut que tu le transmettes ». Et c'est vraiment ce qu'elle a fait tout le reste de sa vie. Alors c'est précisément ce de quoi nous parlerons la semaine prochaine, sur la méditation et les jhanas en particulier, qui est donc une spécificité d'Ayakema. Tout à fait. Merci beaucoup Jeanne Schut d'avoir répondu à nos questions ce dimanche. Nous vous retrouverons donc la semaine prochaine pour la suite de l'émission. Pour en savoir un peu plus, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord de notre invitée Jeanne Schut, Et s'il suffisait d'être présent, édition Sully. Il s'agit donc d'une présentation de l'étonnante vie, mais aussi des enseignements d'Ayakema sur les thèmes qui lui tenaient à cœur, dont celui de la méditation. Être une île de Ayakema aux éditions Dharma. Il s'agit du seul livre édité en français de cette femme qui s'exprimait en allemand et en anglais. On y découvre par exemple comment la tendresse permet de développer la pratique de la méditation. Et puis enfin, Liliane Silburn, Une vie mystique par Jacqueline Chambron, édition Almora. Voilà qui termine notre émission, à voir ou à revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en cliquant plus.fr. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons avec bonheur la semaine prochaine pour la suite de ce programme. Très bon dimanche.